Bonjour à toutes et tous, chers collègues. Nous entamons la deuxième audition de la journée en reprenant le fil de nos discussions avec les représentants des collectivités territoriales que nous avons débuté dès la première semaine avec les représentants du bloc communal et du bloc régional. Et donc aujourd'hui, nous recevons les représentants du bloc départemental, une catégorie de collectivités évidemment extrêmement importante au regard de la politique d'investissement que vous pouvez mener, de vos politiques d'achat. Alors on peut penser évidemment au collège, à la voirie. Vous faites face évidemment, comme les autres collectivités, à la complexité, dirons-nous, des règles en matière de commande publique. Et donc, nous souhaiterions pouvoir échanger avec vous sur les problèmes que vous pouvez rencontrer, savoir si les besoins, les attentes qui sont les vôtres se rapprochent. J'imagine que ce sera le cas, mais de celles exprimées par les représentants du bloc communal et régional. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir, Monsieur Jean de Guéry, président du conseil départemental de l'Ain. Vous représentez aujourd'hui l'Assemblée des départements de France. Merci, merci à vous. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire « Je le jure ». Merci à vous. Nous partageons avec monsieur le rapporteur la volonté d'aller très clairement au-delà des idées reçues sur la commande publique, des constats qui peuvent apparaître parfois très généralistes. Et nous voulons évidemment nous appuyer ici au Sénat, la Chambre qui représente les collectivités territoriales, sur l'expertise des élus de nos territoires pour formuler des recommandations en matière de simplification ou d'évolution de la réglementation sur des points précis. Et donc, nous souhaiterions pouvoir vous entendre sur un ou plusieurs cas emblématiques, exemples que vous auriez pu vous-même rencontrer dans le cadre de l'exercice de votre mandat ou des échanges au sein de l'Association des départements de France, difficultés qui peuvent être d'ordre juridique, économique ou administratif et concerner aussi bien la passation des marchés que leur exécution. Donc je vous propose un premier temps liminaire, ensuite monsieur le rapporteur vous interrogera et puis je laisserai la parole à nos collègues. Merci. Très bien. Merci monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs. Merci de permettre au département de France de s'exprimer devant ce enjeu de la commande publique, qui est très importante pour nos départements, mais pour toutes les collectivités de France, bien évidemment, et évidemment pour l'économie française, comme vous le pensez bien. Pour les départements, la commande publique est avant tout un levier pour le développement économique des territoires. Tout le monde l'a bien compris. Et si vous le permettez, je parlerai en priorité de ce que j'ai fait dans mon département de l'Ain, les actions que nous avons mises en place, actions que je connais bien, et bien sûr, je parlerai aussi au nom des départements de France dans un second temps sur les ressentis des uns ou des autres. Simplement un petit constat avant de démarrer. Les départements voient leurs achats stagner en 2023 et ils accusent surtout un net repli au premier semestre 2024, moins 10%, en lien direct avec leurs difficultés financières. Tout le monde a entendu parler des baisses de DMTO, qui sont dues à la fois à la conjoncture, au taux d'intérêt, etc. L'effet ciseau des dépenses-recettes, surtout le poids des AIS, les allocations individuelles de solidarité, qui pèsent de plus en plus lourd dans les budgets des départements et qui plombent, si vous me permettez l'expression, nos départements et qui viennent affaiblir notre pouvoir d'achat. À noter également l'évolution des prix des matières premières, bien sûr, et surtout pour les départements, les marchés des travaux sont en lien avec leurs compétences et vont concerner majoritairement les gros œuvres, c'est-à-dire les travaux de voirie. Vous l'avez dit tout à l'heure avec les routes. Nous avons
Je parle du département de l'Ain, 4500 km de routes à entretenir, 1200 ponts, juste pour un seul département. Nos bâtiments, nous avons en charge les collèges, leur construction, leur réhabilitation, et puis l'aménagement d'infrastructures et de réseaux. Je pense bien sûr à la fibre optique, auquel beaucoup de départements sont engagés. Et l'impact était très lourd sur les marchés conclus en 2022 et en 2023. Je rappelle que le département de l'Ain, pour celles et ceux qui ne le situeraient pas bien, ce n'est pas un département vraiment connu, on ne le situe pas forcément sur une carte de France, se situe entre Lyon et Genève. Et nous avons comme voisins, au département limitrophe, pour vous situer bien la chose, d'abord la Suisse, le canton de Genève, et puis les départements des Savoies, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, le Rhône, la Saône-et-Loire et le Jura. Voilà tous ces départements qui entourent le département de l'Ain, qui est uniquement à 2 heures de Paris en TGV. Donc je le rappelle, c'est un département qui n'est pas si éloigné que ça de la capitale. Mais surtout, le département de l'Ain se situe parmi les premiers départements industriels de France en termes d'emploi salarié par rapport à l'emploi local. Et nous avons été soucieux très tôt, je dois le dire, d'agir aux côtés des entreprises, tout simplement parce qu'elles créent des emplois, elles créent de la richesse, elles apportent du dynamisme dans nos territoires. Et dès 2016, nous avions déjà pensé à améliorer la commande publique, l'accès à la commande publique plutôt. Avec bien sûr l'assentiment et le concours des organisations professionnelles et interprofessionnelles, nous avons créé ce que nous avons appelé un pacte PME, véritable outil au service des entreprises indinoises, leur facilitant l'accès à la commande publique. Alors, qu'est-ce que nous avons mis dans ce pacte PME? Tout d'abord, il a été fait pour assouplir, simplifier et rattraper. On peut dire qu'on avait un petit peu anticipé les choses, parce qu'elles se sont compliquées depuis, en tout cas elles ne se sont pas arrangées. Et bien nous en a pris parce que je pense qu'on a pu quand même être un peu moins impacté que d'autres départements grâce à ce pacte PME. Nous avons mis en place, la première des choses, c'était le recours à une procédure adaptée dès que cela était possible. Vous savez qu'il y a 3 sortes de procédures. Celle qui n'a pas besoin de publicité, sans concurrence, en dessous d'un certain chiffre de travaux. La procédure adaptée qui, elle, ne doit pas dépasser 1 million d'euros de travaux et 80 000 euros, me semble-t-il, de commandes, d'achat. Et puis la procédure formalisée, celle qui est au-delà de ces montants. Donc, tant que nous le pouvons, nous passons par une procédure adaptée, puisqu'elle contient des avantages, notamment en termes de négociation, et surtout de réduction du formalisme procédural. Et à chaque fois que nous pouvons, et que c'est juridiquement possible, bien sûr, nous l'appliquons. Avec des formulaires de candidature simplifiés, nous conservons le formulaire simplifié intitulé « Candidature, attestation et capacité » qui est disponible dans le dossier que nous envoyons, et le dossier de candidature de consultation des entreprises. Et grâce à cela, eh bien, ce dernier suffit à répondre à l'ensemble des obligations imposées par la réglementation en vigueur, sans que le candidat n'ait à transmettre les formulaires officiels, les DC1, les DC2, toutes ces choses-là qui sont assez lourdes, ou d'autres documents. Il présente également l'intérêt de contenir des attestations en vigueur, et ainsi d'éviter aux entreprises de devoir compléter ultérieurement leur dossier. Ça, c'est un premier point, et ça facilite grandement l'accès aux PME. Ensuite, nous avons mis en place un dispositif que l'on appelle « Dites-le nous une fois ». Dites-le nous une fois, c'est conformément à la réglementation, nous nous engageons à ne pas exiger des candidats de fournir des documents et renseignements relatifs à la candidature qui lui ont déjà été demandés et qui nous ont déjà transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeure valable. On sait très bien que c'est un travail important et que derrière, les PME n'ont pas forcément toutes les ressources humaines pour le fournir et qu'à chaque fois, c'est une perte de temps pour eux et parfois, ça les décourage aussi de répondre à ces appels d'offres. Nous étions partis sur un an. Nous étions partis sur un an la première fois. Mais pas de mal, je vous en prie. Seconde chance en cas d'éléments manquants dans le dossier de candidature. Ça peut arriver que nous recevions un dossier où il manque un formulaire.
Et le code de la commande publique dispose, sans l'imposer, que l'acheteur public peut demander aux candidats ayant remis un dossier de candidature incomplet de régulariser leur situation en produisant les documents absents. Eh bien, le département de l'Ain recourt systématiquement à cette possibilité pour éviter de refuser d'agréer un candidat en raison de l'absence d'un seul document. Exception faite, bien évidemment, au cas où l'offre est irrégulière et devra donc être éliminée. Nous nous engageons, dès lors que la réglementation ne s'y oppose pas, à permettre aux entreprises de compléter leur dossier de candidature afin qu'aucune susceptible d'être retenue soit écartée pour des raisons de pure forme. Autre élément également, la simplification de la formalisation de l'offre en donnant un cadre de mémoire technique et environnementale. Afin que les attentes du département soient appréhendées le mieux possible par les entreprises, et surtout afin de limiter le nombre d'offres incomplètes ou non satisfaisantes, eh bien, nous nous engageons à mettre à disposition dans les dossiers de consultation un cadre de mémoire technique et environnementale comportant les différentes rubriques à compléter pour la présentation de l'offre. Donc ça, c'est important, tout le monde reçoit le même cadre à remplir, et donc là, ça évite des oublis, ça évite des manquements de pièces à nous rendre. Nous demandons également les seules informations indispensables. Nous n'exigeons des candidats que les seuls documents et informations indispensables techniquement et juridiquement. Je prends un exemple tout simple. Il sera demandé à un candidat de transmettre uniquement les fiches techniques des produits stratégiques et non pas celles de l'ensemble des produits visés dans le cahier des clauses techniques particulières. Là aussi, ça permet une réponse plus rapide, moins lourde pour la PME et très appréciée. Enfin, nous avons également la négociation et le droit de rattrapage pour les offres, sauf exception liée principalement à des plannings contraints. Le département s'engage à se réserver la faculté de négocier dans le cadre des procédures adaptées. Dès lors que la réglementation ne s'y oppose pas, permettre aux entreprises de compléter leur dossier d'offres, ainsi qu'aucune entreprise susceptible d'être retenue soit écartée pour des raisons de pure forme. Également, quelque chose qui nous semble important pour ne laisser personne de côté, c'est avoir recours à l'allotissement. L'allotissement, c'est le gage d'un large accès des PME à la commande publique et le département poursuit son engagement à maintenir dans tous les domaines d'achat le principe d'un allotissement par corps de métier ou par secteur géographique. Également, un critère de jugement des offres. Les consultations lancées par le département respectent les principes érigés par la réglementation et la jurisprudence pour attribuer un marché à l'offre économiquement la plus avantageuse. Mais selon la complexité des prestations, le département retient une pluralité de critères, dont la pondération. Et la pondération est liée et proportionnée aux particularités du marché. La dite pondération ne doit pas conduire à retenir immanquablement le moins-disant, qui n'est pas toujours l'offre la plus avantageuse. Nous avons pu nous en rendre compte. Dès lors, eh bien, le département s'engage autant que possible à donner toute leur importance aux critères techniques pour retenir l'offre économiquement la plus avantageuse, celle qu'on n'appelle pas la moins-disante, mais la mieux-disante. Ainsi, pour les marchés de travaux d'une importance significative, la pondération du critère prix sera inférieure ou égale à 50%. Et dans l'un, nous avons choisi, depuis 2017, de mettre le critère prix uniquement à 40% et le critère note technique à 60%. Je rappelle quand même que ces critères et leurs pondérations sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence et dans le règlement de consultation. Tout est clair et bien transparent, nous sommes bien d'accord. Bien évidemment, prendre en compte le développement durable, nous nous engageons à intégrer dans nos marchés des clauses environnementales permettant aux entreprises d'initier une transition soutenable pour tous les acteurs. Le département de l'Ain est un secteur ou un département où la filière bois est très importante. Et lorsque nous construisons des choses avec beaucoup de bois, nous exigeons que ce soit du bois local, c'est important également. Nous regardons également les types de véhicules qui sont fournis, le critère de kilomètres d'éloignement du chantier, en tant que compte aussi, le type de matériel qui est utilisé sur les chantiers,
tout cela rentre en ligne de compte aussi. Également, bien sûr, une clause sociale qui est importante. On fixe quand même un seuil de 90 000 € hors taxe plancher, nous sommes bien d'accord, minimum, pour intégrer une clause sociale. Le volume d'heures d'insertion est calculé sur la base de 5% de la part de main-d'œuvre. Clause sociale, on entend tout un tas de choses, mais nous favorisons beaucoup les entreprises qui ont des apprentis. C'est important également pour la suite et pour donner une chance à ces jeunes d'être embauchés. Favoriser la transition vers la numérisation de la commande publique. Nous engageons à ne pas exiger la signature électronique des offres au stade du dépôt de pli, dès lors que la réglementation ne l'impose pas. Et puis, quelque chose qui a également été très apprécié pour encore mieux anticiper de la part des entreprises, c'est de mettre en place un calendrier prévisionnel de nos achats. Une programmation sur notre site www.1.fr ainsi que sa mise à jour. Cette mesure permet aux PME une meilleure anticipation des procédures. Elles ont davantage de temps pour consolider la qualité des offres, pour se documenter aussi et pour convenir d'une relation contractuelle autour du contrat lorsque les entreprises souhaitent aussi se regrouper. Ça arrive. Je parlais de l'allotissement tout à l'heure. Donc elles sont au courant tout ensemble au même moment. Et puis également, un dernier point qui est important pour elles, c'est l'action au niveau financier. Afin d'alléger leurs charges qui sont assez pesantes sur les PME, eh bien, en début d'exécution des marchés publics, le département décide de porter l'aide jusqu'à 30% au démarrage des travaux. 30% du prix. Le montant des avances consenties pour tous les marchés d'un montant supérieur à 50 000 € hors taxe, ayant une durée d'exécution supérieure à 2 mois, uniquement dans ces deux conditions-là. Voilà ce que nous avons mis en place. Si vous voulez connaître les résultats de ces actions, je vous les donne bien volontiers. Je n'ai pas de chiffres au-delà de 2023, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en début 2023, les entreprises indinoises ont été retenues pour 52% des marchés, contre 41% avant cette mise en place d'action. Et également, depuis que nous avons mis en place ce plan d'action, eh bien, ces parts de marché représentent 70% du volume financier, contre 47% avant la mise en place de ce plan d'action. C'est plutôt réussi. Et surtout, comme nous avons dématérialisé les marchés publics et la disposition mise à la disposition des acheteurs, il me semble qu'ils se sont appropriés, puisque 300 acheteurs publics l'ont utilisé, sachant que le département de l'Ain comporte 395 communes, 14 EPCI. Donc vous voyez, ça fait 75% de nos acteurs publics qui l'ont utilisé. Je pense bien sûr aux communes, je pense bien sûr aux EPCI, je le disais tout à l'heure, qui ont copié ce modèle que nous leur avons bien évidemment proposé. Alors ça, c'est la première chose sur le pacte de PME, mais il y a aussi d'autres choses que nous avons mis en place pour soutenir l'économie locale, bien que la loi NOTRe nous ait supprimé la compétence économie. Mais je le disais, compte tenu de l'importance de l'industrie chez nous, compte tenu de l'importance des besoins que nous avons dans ce département de l'Ain, puisque nous avons la chance d'être encore un département dynamique, je ne sais pas jusqu'à quand, mais nous enregistrons chaque année depuis 15 ans 6 000 nouveaux habitants, donc qui créent des besoins en matière de collèges, de logements, d'infrastructures de toutes sortes, et qui obligent aussi nos communes à investir. À ce titre, permettez-moi d'évoquer 5 exemples probants pour lesquels le département a choisi de garder cette compétence économique ou d'aller vers. Tout d'abord, le pacte des territoires, la contractualisation, qui n'est pas une compétence obligatoire, comme vous le savez, mesdames et messieurs les sénateurs, puisque un tiers des départements aujourd'hui ne l'utilisent plus, soit par choix politique, soit par manque de moyens financiers. Nous l'avons maintenu, et là encore, c'est un formidable levier pour nos collectivités, pour entreprendre. Nous versons chaque année 22,5 millions d'euros aux communes et intercommunalités.
Et ces 22,5 millions d'euros génèrent plus de 172 millions d'euros de travaux. Et vous savez comme moi, en général, les communes font travailler, quand elles le peuvent, mais les entreprises locales. Donc c'est du gagnant-gagnant parce que c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'emploi et ça génère vraiment des chiffres intéressants et des retombées intéressantes. Le deuxième exemple, vous l'avez compris, face à une demande importante de logements sociaux, nous avons mis en place deux assises du logement pour relancer la production de logements sociaux. Je le disais tout à l'heure, et ce n'est pas parce que le sénateur du Rhône vient de rentrer, mais nous sommes proches de Lyon et de Genève. Donc nous avons beaucoup de gens qui viennent habiter chez nous, 6 000 nouveaux habitants chaque année, et nous avons besoin de logements sociaux. Il faut savoir qu'un Français sur deux est éligible à un logement social. Donc c'est important, et je pense, parce que j'ouvre une petite parenthèse, mais qu'on devrait en profiter, messieurs les sénateurs, pour changer l'appellation logement social, qui fait souvent peur aux maires. Lorsqu'on leur dit qu'ils ne sont pas au quota ou qu'on va construire des logements sociaux chez eux, ça leur fait peur. Alors que ce ne sont pas uniquement des gens sans travail qui sont dans les logements sociaux. Et ça, je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus. Je ferme la parenthèse, mais qui est, à mon avis, très importante. Troisième exemple, l'aide à l'immobilier d'entreprise. Alors vous allez me dire, ce n'est pas de la compétence des départements. La région, monsieur le conseiller régional, Auvergne-Rhône-Alpes, nous avait octroyé le droit de récupérer cette aide à l'immobilier d'entreprise. Et là encore, nous avons pu soutenir, depuis de 2007 à 2023, 181 projets pour 12 millions d'euros d'aide. Et bien souvent, là encore, c'est uniquement la construction d'entreprises ou l'agrandissement de ces entreprises bénéficie aux acteurs économiques locaux et surtout aux entreprises locales. Je ne vous cache pas que nous avons arrêté ce dispositif au 1er janvier dernier, faute. Il nous faut trouver des pistes d'économie aujourd'hui, vous l'avez bien compris. Donc c'est un dispositif que nous ne mettons plus en place. Ça nous coûtait environ 1,5 million d'euros chaque année. Quatrième exemple, les investissements au profit du SDIS. Là encore, en tant que président du SDIS, lorsque j'ai pris le département en 2017, je me suis rendu compte que l'état de nos casernes, l'état de notre parc véhicule, de nos parcs matériels, était vraiment pas digne de ce nom. Et donc, j'ai souhaité lancer un plan Ambition Pompier 01, c'est comme ça que nous l'avons baptisé, sur la durée du mandat, sur les 5 années, à hauteur de 6 millions d'euros par an, uniquement pour l'investissement. Reconstruire des casernes, réhabiliter des casernes, refaire un parc de véhicules récents, etc. Donc là aussi, cette commande publique a permis aux entreprises indinoises de pouvoir avoir des travaux sur place. Et c'est un plan que j'ai décidé de reconduire en 2022 qui court jusqu'en 2026. Donc ça fera 2 fois 30 millions d'euros d'investissement, carrément, en plus, bien sûr, des dépenses de fonctionnement que chaque département alloue à son SDIS, pour relancer aussi tout cela. Nous avons construit 6 casernes nouvelles, réhabilité 9 autres, et puis bien sûr, renouveler le parc de véhicules. Et puis enfin, le dernier exemple, nous avions mis en place un plan collège 2018-2024 qui nous a permis de construire 2 nouveaux collèges, une extension dans le pays de Gex aussi, et puis 4 grosses réhabilitations, restructurations ailleurs. Et nous reconduisons un nouveau plan collège pour les périodes 2024-2030. Je l'espère qu'il pourra aller au bout parce que nous sommes très incertains sur le devenir de nos finances. Vous l'aurez compris. Voilà, messieurs les sénateurs, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je l'ai dit, ce pacte, je vous ai énoncé tout à l'heure, s'est fait en concertation avec la fédération du BTP, la CAPEB, la CNATP, le MEDEF, la CGPME. On a des retours ou des rencontres chaque année pour faire un petit peu le bilan et le point. Et s'il faut améliorer un petit peu les choses, toujours dans le cadre bien sûr de la réglementation, nous le faisons. En tout cas, nous sommes proches de nos entreprises parce que nous avons bien compris, et tout le monde le comprend bien, que ce sont elles qui garantissent le développement et la richesse des territoires. Et donc nous faisons tout pour les y aider, mais en restant dans notre cadre bien précis. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Oui,
vous nous avez pris un peu d'avance, puis vous avez bon. déjà fait des mesures. Non, j'avais 2 questions simples. Vous avez déjà bien détaillé votre plan d'action. S'il y avait une mesure qu'on pourrait retenir principale dans le futur pour améliorer et accompagner dans vos passions de marché. Pardon. S'il y avait une mesure à prendre de simplification pour vous accompagner pour le futur, pour tous les départements, dans la passation de vos marchés, et un peu colère, mais vous avez répondu à beaucoup de choses. Comment on pourrait encore mieux inciter par un levier nos TPE et PME? Voilà les 2 questions, mais vous avez déjà répondu à beaucoup de choses par votre pacte. Voilà, donc dans notre pacte, je pense que ces réponses y figurent. C'est l'allègement, bien sûr, des procédures. Vous l'avez compris. J'ai l'impression qu'on enfonce une porte ouverte. C'est ça qui freine les TPE et les PME, parce qu'elles n'ont pas forcément le personnel adéquat pour répondre à ces appels d'offres, et que plus on simplifiera, plus on pourra prendre des parts de marché auprès de ces TPE. N'oublions jamais que j'ai un chiffre ici qui est qui fait assez peur. Je crois savoir que ce sont les très grandes entreprises qui récoltent le maximum de marché, alors que l'emploi se trouve dans les PME et les TPE. Et ça, on n'y pense pas assez. Et ce sont les majors auront toujours du boulot. Mais ces entreprises qui créent de l'emploi, et de l'emploi rural, parce que ces entreprises-là, elles existent dans nos milieux ruraux. Le département de l'Ain est un département rural, avant tout. Si on ne les avait pas, mais ça serait une catastrophe. Donc c'est ces entreprises-là qu'il faut favoriser. Et pour les favoriser, il faut alléger les procédures. Le système de dites-le nous une fois, c'est énorme. Mais on a tellement de lancements de travaux sur une année que quand elle va prendre 4 ou 5 fois, s'il faut répéter 4-5 fois la même chose, leur demander les mêmes pièces, ils n'en peuvent plus, quoi. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, et derrière, ça les décourage beaucoup. Donc ça, c'est la première des choses, la simplification de ces marchés-là. Et puis, je pense aussi qu'il faut mettre en place tout ce qu'on peut faire pour les aider ou les favoriser. Vous savez, il n'y a pas une semaine où je ne visite pas une entreprise. Pas une semaine. Parce que c'est dans mon ADN, parce que je suis né dans une région où il y a beaucoup d'entreprises. Mais à chaque fois que je visite une entreprise, la première chose que les chefs d'entreprise me disent, c'est pause normative. Stop. Mais vous allez dans une exploitation agricole, c'est pareil. C'est pause normative, stop. Arrêtez avec vos normes. À chaque fois, on en rajoute. Et je peux vous dire que ça décourage grand nombre de chefs d'entreprise. Il faut simplifier les choses. Il faut leur faire confiance. Et derrière, ils feront le boulot. Et ils créeront de la richesse. Vous voyez, pardon. Je parlais industrie, artisan. Très bien. Mais je suis en train de penser, parce que j'ai parlé un moment de donner de l'agriculture. Là aussi, on a une agriculture de qualité dans notre département de l'Ain, on a une chance. 14 produits AOC, AOP, IGP, donc c'est une preuve de qualité. Mais malheureusement, dans l'Ain comme ailleurs, beaucoup de nos producteurs ou de nos éleveurs n'arrivent pas à vivre de leur travail. Donc nous avons créé, nous aussi, en 2017, la plateforme AgriLocal. Il y a à peu près 40 départements, je crois, un petit peu moins, 38 ou 40, qui disposent de cette plateforme. Nous sommes depuis 2018 ou 2019 la première plateforme AgriLocal de France en termes de chiffre d'affaires, parce que nous y avons cru. Et derrière, nous avons sauvé X petits producteurs, parce qu'ils peuvent vendre les produits au juste prix de leur travail. Et pour faire entrer ces produits dans nos cantines scolaires, et que nos gestionnaires puissent l'acheter, eh bien nous avons donné aussi une contribution supplémentaire, une contribution financière supplémentaire au collège qui faisait travailler cette plateforme. C'est une double vertu. D'abord, nos enfants découvrent des produits autour de chez eux qu'ils n'ont pas parfois sur la table chez leurs parents parce que tout le monde ne cuisine pas pareil. Et puis derrière, on fait vivre nos petits producteurs. On les maintient. Ça évite aussi des friches agricoles. C'est un circuit vertueux. Et ça, c'est important. Donc, nous faisons en sorte d'aider à la fois nos entreprises industrielles, artisanales, mais aussi notre agriculture. Et la filière bois, comme je vous parlais tout à l'heure, en mettant des critères environnementaux ou, ou autres. Merci beaucoup.
Du côté des collègues, des souhaits d'intervention? Monsieur Cadevet. Ouais, non, je trouve que vraiment vous êtes allé très très fort et c'est bien dans l'un, effectivement, il faut qu'on trouve les moyens de rationaliser un tout petit peu. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que l'appellation de logements sociaux effraie. Effectivement, moi je dis toujours logement locatif public. Déjà, ça permet de mieux clarifier les choses et d'éviter de stigmatiser les populations, c'est clair. Là, on a besoin. Sur les seuils, est-ce que vous pensez jusqu'où on pourrait remonter le seuil de consultation sans mise en concurrence, qui était de 80 000 actuellement, je crois, ou 100 000? Oui, en dessous, oui. Hein? Oui, oui. Jusqu'où on pourrait Moi, je pense qu'il faudrait au moins le mettre à 200 000 euros ou 250 000 euros, je pense. Compte tenu de la hausse du prix des matériaux, compte tenu de tout ça, la hausse des salaires, voilà, je pense qu'il faudrait le relever quand même. Et ça faciliterait largement. Et en plus, non seulement ce sont des mesures de bon sens, mais ce sont les mesures, celles que nous avons prises au département de l'Ain, qui n'ont rien coûté à notre collectivité. Ce sont des mesures gratuites. Oui, c'est ça. On n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. C'est simplement du bon sens. On pourrait revenir au seuil européen. Oui, oui, c'est ça, oui. Éviter la surtransposition. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Monsieur Vidal? Moi, au-delà des seuils, c'est vrai que quand on est un artisan ou une PME, on n'a pas les services capables de monter des dossiers énormes. Et ça, c'est un des freins majeurs. Et en fait, on se retrouve toujours avec des grosses structures qui, allez, on va dire les choses, hein, s'organisent la concurrence entre eux parce que c'est de notoriété. Moi, j'ai pas de problème à dire ça. J'ai été pendant plus de 10 ans président du syndicat d'énergie et on s'est beaucoup tiré des plombs à chaque fois qu'on faisait des marchés pour essayer d'arriver à ce que tout se passe correctement. Et bien sûr, on n'a pas la maîtrise de ça. Donc, s'il n'y a plus tous ces dossiers, on peut faire travailler des entreprises bien plus petites, hein, peut-être à des prix plus intéressants aussi, quelquefois, parce qu'il n'y a pas les 20% de frais de structure qu'on doit remonter au national ou à l'international. Et ça fait vraiment partie, à mon avis, d'une bouffée d'oxygène locale qui va donner un peu un souffle à l'économie et à l'emploi local. Bon, bien entendu, les gens qui travaillent dans une multinationale logent sur le lieu de leur travail. Mais c'est pas le même, il n'y a pas la même consistance que quand c'est le petit patron qui est là et qui travaille avec son argent. De même que pour les données qui réclament URSSAF, tout ça, on a bien un fichier central. Il n'y a pas besoin de fournir, il suffit d'interroger. Ce serait plus facile on a un fichier, ils sont à jour ou pas à jour, c'est clair, pour les données fiscales et tout. On a les impôts, ça ne devrait pas être une déclaration obligatoire, il y a juste qu'à contrôler à côté. Madame Daniel? Oui, juste une petite question. Vous avez parlé effectivement de la dynamique sur la question de l'approvisionnement local. Est-ce que vous êtes engagé dans des démarches de mutualisation avec d'autres collectivités, avec des partenaires, des opérateurs? Oui, oui, tout à fait. Nous mutualisons avec les intercommunalités qui le souhaitent, ou les grosses communes qui le souhaitent aussi, les commandes d'achat d'énergie, entre autres. Nous l'avions fait avec le syndicat d'électricité. Et là aussi, ça a aidé beaucoup de communes à passer le cap quand l'énergie était en forte hausse. Nous essayons de mettre en place tout un tas de systèmes pour accompagner et aider, bien sûr. Ça en fait partie. Je cherchais le chiffre tout à l'heure, je l'ai trouvé. Les PME ne captent que 27% des montants des marchés publics contre 44% pour les grandes entreprises, alors qu'elles représentent 99% des entreprises et près de la moitié des emplois. Ce sont quand même des chiffres assez parlants et éloquents. Et puis, encore une fois, on ne s'enferme pas sur nous-mêmes pour trouver des solutions, parce que je pense que les solutions, elles sont lorsqu'on échange comme ça et qu'on discute avec les autres. Ce matin, j'ai accompagné le président des départements de France, François Sauvadet,
au MEDEF national, où nous avons signé une convention. C'est une première. Aucune autre collectivité ne l'avait fait auparavant. Le département de France l'a fait. Nous avons signé une convention justement pour discuter davantage avec eux, nous voir régulièrement pour faire remonter certaines informations de la part des entreprises pour que derrière, nous aussi, nous puissions alerter nos parlementaires, dont vous faites partie, pour vous dire un petit peu comment ça va et ce qu'il faut faire. Puisque les départements, sont, je le disais tout à l'heure, créateurs de nombreux investissements. Dans l'Ain, c'est environ 104 millions d'euros chaque année que nous investissons. Derrière, donc, on a affaire directement avec ces chefs d'entreprise. Et donc, c'est important de prendre le pouls constamment et aussi de vous le faire remonter aux uns aux autres, pour que vous puissiez légiférer en fonction de ce qui remonte. Merci beaucoup. Alors moi, je souhaitais vous interroger sur la mise en œuvre à l'échelle de votre département et puis peut-être si vous disposez de données à l'échelle de l'Assemblée des départements de France sur le plan national pour les achats durables 2022-2025 qui fixait notamment l'objectif à horizon 2025 de 100% de marchés intégrant une considération environnementale, 30% des marchés avec une considération sociale. Est-ce que vous avez une idée de là où vous en êtes ? Est-ce que vous disposez de données à l'échelle de votre collectivité et est-ce un sujet à l'échelle de département de France, ce pilotage par la donnée ? Et question subsidiaire sur les considérations sociales, parce que là, très clairement, les départements ont une expertise extrêmement forte. Moi, je le dis parce que je suis élu régional et on travaille en bonne intelligence avec les départements de la Bretagne administrative, avec les métropoles. Et on s'est dit depuis le début que dans le partage des expertises, des savoir-faire sur le sujet des clauses sociales, les départements avaient très clairement une longueur d'avance. Donc, qu'en est-il et du cas particulier de l'Ain et du sujet qui est débattu ou pas peut-être au sein de l'Assemblée des départements de France ? Bien, nous n'avons pas toutes les remontées, mais les questions concernant l'ensemble des départements de France, nous ferons parvenir des informations plus précises si vous le souhaitez. Mais je sais qu'au niveau des demandes souhaitées ou proposées, personne n'est arrivé aux chiffres demandés. C'est à mon avis un peu trop ambitieux pour l'instant et chaque département peine à arriver à cela. Mais l'important, c'est que les départements tendent ou aillent vers ceci. Et je pense qu'au fur et à mesure, si on allège un petit peu les choses, eh bien, nous atteindrons ces objectifs. Mais tels qu'ils étaient fixés au départ, ils étaient trop ambitieux, trop hauts. Surtout dans la configuration actuelle, avec voilà, et ça coûte de l'argent aussi, vous l'avez bien compris. Les centrales d'achat, on en a parlé. Et Monsieur le Président m'a dit que vous étiez breton, enfin vous êtes de la région Bretagne, c'est bien ça. Je crois savoir qu'il y a eu quelque chose qui a été fait récemment, Braise Achat, c'est bien ça, qui s'est fait chez vous l'année dernière ou cette année, je ne sais plus, l'année dernière je pense. Cela avait été fait aussi dans la région du centre par 3 ou 4 départements, ils avaient appelé ça Aprolis, ils avaient également fait cela. Mais voilà, moi je pense qu'il faut se fixer des objectifs raisonnables et atteignables, si on ne veut pas décourager les uns et les autres. Mais pour y arriver, il faut aussi nous aider à alléger toutes ces contraintes, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, je le vois quand je discute avec nos collègues présidents et quand on fait des réunions ou des formations, tout le monde est intéressé pour tendre vers toutes ces, ces vertus, ces systèmes vertueux. Mais derrière, il faut qu'on ait les moyens aussi. Et quand c'est des périodes difficiles comme on traverse actuellement, c'est compliqué d'atteindre ces objectifs. Et ils sont coûteux. Mais est-ce que vous ne pensez pas que malgré tout, alors on entend bien le message sur la simplification, l'allègement des procédures, mais que ce qui peut apparaître comme des contraintes est aussi une manière d'accompagner et de privilégier dans le respect des règles de la commande publique les entreprises locales ? Parce que si on prend l'exemple des critères de sélection environnementale, là, les entreprises en local ont un avantage considérable. Donc, sans tomber dans le localisme, c'est une manière, alors à la condition d'accompagner les TPE et les PME, parce qu'en effet, ne sont pas toutes aujourd'hui dimensionnées pour pouvoir y faire face.
Mais là aussi, les collectivités avec les chambres consulaires, vous parliez aussi des organisations interprofessionnelles, il y a des réseaux d'accompagnement qui peuvent aussi se mettre en place. Oui, mais d'un autre côté, bon, pour construire un collège, vous n'aurez jamais le petit maçon du coin, c'est pas possible, ce marché sera trop gros. Mais on peut faire autrement pour pas forcément que ce soit toujours qu'un major qui les obtienne à chaque fois et qui soit le moins disant, parce qu'ils ont les moyens de baisser les prix et ils ont les moyens aussi d'être le mieux disant parce que derrière ils ont toute une panoplie, même s'ils sont beaucoup plus éloignés, ils ont toute une panoplie d'outils pour remporter les marchés. Le but, c'est bien sûr de conserver un tissu économique dans tous nos territoires. Et le but aussi, c'est de faire en sorte que nos artisans ne soient pas des sous-traitants. Parce que derrière, on sait très bien comment ça se passe, combien ils sont pressurés. Et bien souvent, ils n'arrivent pas à terminer le chantier, parce qu'ils sont tellement pressurés qu'ils basculent de l'autre côté, que le chantier prend du retard, et que derrière, ça coûtera toujours plus cher à la fin. Donc c'est de trouver un juste équilibre. Il y a de la place pour tout le monde, il faut que tout le monde travaille. Mais je pense que lorsqu'on fait travailler aussi, et quand c'est permis, et bien sûr quand c'est dans le règlement de la loi, des entreprises pas trop éloignées, il faut penser au service après-vente. Parce qu'on a toujours, dans un chantier neuf, des problématiques par la suite. Et si vous n'avez pas la réactivité de ces entreprises qui ne sont pas très loin ou assez locales, derrière, c'est vraiment compliqué. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il peut y avoir un règlement qui satisfasse tout le monde et qui permette à chacun de travailler, gros, petit ou moyen. Mais je pense qu'il faut, comme le disait monsieur le sénateur tout à l'heure, je pense qu'il faut remonter le seuil d'achat sans procédure formalisée pour que ces entreprises puissent avoir du travail. Vous savez, une petite entreprise, elle ne va pas chercher un chantier à 10 millions d'euros. Elle sait très bien qu'elle ne pourra pas le faire, même à 5 millions. Mais par contre, un chantier à 200 000 euros, si elle en chope 4 ou 5 dans l'année, elle sera bien contente. Et c'est celle qui fait vivre votre village, c'est celle qui donne du travail à vos habitants et qui font en sorte que l'école reste ouverte. Je parle toujours dans le milieu rural parce que s'il n'y a plus de boulot dans la commune, eh bien les gens fichent le camp ailleurs et tout ferme, les commerces, les écoles et tout le reste. Donc c'est tout un équilibre à sauvegarder. Et c'est vrai, lorsqu'on prend une décision d'en haut, on ne pense pas forcément comment dirais-je, aux conséquences d'en dessous. Et donc c'est là où l'art est difficile et tout cet équilibre est à conserver. Mais je pense que si on prive nos territoires de cette économie proche et de terrain, eh bien on va faire que d'appauvrir nos territoires. Et ça, c'est le plus grave. Regardez déjà toutes les dépenses d'AIS qui explosent de tous les côtés. À un moment donné, on ne pourra plus tenir. Donc il faut absolument qu'on redonne du travail à tout le monde et partout. Merci, monsieur le rapporteur. Très bien pour moi. Bon pour vous. Chers collègues, c'est bon aussi. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs. Et puis nous restons en contact de toute façon dans le cadre du questionnaire qui vous a été adressé et puis des précisions supplémentaires que vous pourriez vouloir nous apporter. Nous ferons passer tout cela, avec plaisir. Entendu. Mais encore un grand merci à vous. Merci à vous.
Bonjour à toutes et